C'était il y a moins d'un an, l'UNICEF France publiait un long rapport « Grandir dans les Outre-mer, état des lieux des droits de l'enfant ». Une analyse approfondie sur la situation de chaque collectivité territoriale d'Outre-mer, avec un focus sur la Guyane, car les grandes problématiques du territoire et que nous abordons ici régulièrement, la santé, l'éducation, la précarité, le logement, l'immigration ou encore la parentalité, ont des conséquences directes sur le quotidien des enfants guyanais, mais aussi leur avenir. 6 enfants sur 10 sont pauvres en Guyane. Les besoins sont immenses et pourtant les politiques publiques se révèlent bien souvent en deçà de ce qu'elles devraient être. Raison pour laquelle l'UNICEF avait appelé à une action ambitieuse pour garantir les droits de chaque enfant. Pour en parler, Lucille Grosjean est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Pays. Lucille Grosjean, vous êtes la directrice de la communication, du plaidoyer et des programmes à l'UNICEF France. Vous êtes en Guyane en ce moment pour les assises de la santé mentale qui ont pris fin d'ailleurs hier soir. On va d'ailleurs commencer par ça, par la santé mentale des jeunes, puisque c'est la thématique qui a été mise en avant pour ces assises cette année. La santé donc des enfants, des jeunes filles enceintes, de ceux qui sont confiés aussi à l'aide sociale à l'enfance. À quel point, Lucille Grosjean, l'état des lieux, on va dire, sur la santé mentale des jeunes ici en Guyane, mais aussi dans tous les territoires d'outre-mer, elle révèle, elle met en lumière tous les grands sujets que j'ai listés tout à l'heure. Si les conditions de vie sont mauvaises, évidemment, ça aura des conséquences sur le bien-être et la santé mentale des enfants. Exactement, et vous l'avez très bien dit, c'est que la santé mentale, elle est influencée par toutes nos conditions de vie, par les situations de violence, par le fait d'être dans un environnement insalubre, le fait de devoir se déplacer parfois régulièrement, le fait de ne pas avoir accès à l'eau potable, etc. Donc tous ces déterminants-là, comme ils sont plus forts et ils sont souvent plutôt plus défavorables dans les Outre-mer, et ben c'est pareil du coup en termes de santé mentale. Et souvent les enfants sont les premières victimes de tout ça. Et puis plus globalement, même sur les enjeux de santé mentale, on sait que la majorité des troubles de santé mentale se déclarent avant 14 ans. Donc tout l'enjeu, là encore une fois, c'est si on veut les prendre en charge le plus tôt possible, c'est s'y attaquer le plus tôt possible, etc. Donc il y a un vrai enjeu, c'est pour ça qu'on était ravis de venir et de participer à ces assises de la santé et qu'il y ait ce vrai focus sur l'enfance, qui est une période clé. Là on parle beaucoup de santé mentale et c'est très bien parce que ça concerne évidemment tout le monde, mais est-ce que l'état de cette santé mentale, il dépend pas d'abord et avant tout des inégalités sociales ? Il y a plusieurs choses. Les inégalités sociales, bien sûr, c'est un facteur. On parlait de tous ces déterminants sociaux, bien sûr, ça joue. Après, il y a des choses aussi pour certaines maladies de pathologies de santé mentale. Là, ça n'aura aucun rapport avec le côté socio-économique. C'est purement, parfois c'est génétique, parfois c'est juste un dysfonctionnement dans le cerveau, etc., qui n'a rien à voir avec les conditions. Donc il y a de tout, globalement, sur la santé mentale. Oui, mais comment dire, parler de santé mentale quand on n'a pas accès à l'eau, par exemple, quand on habite dans un logement qui est difficile, est-ce que c'est vraiment une problématique qui peut avoir du sens pour énormément de personnes ici en Guyane et pour énormément d'enfants ? Je pense que ça a un vrai impact sur la vie des gens. Et encore une fois, par exemple, on le voit là où c'est un enjeu vital, c'est qu'on le voit par exemple avec les taux de suicide, notamment en Guyane. Donc on en arrive à un enjeu vital. Donc c'est là où, dans tous les cas, c'est une question aussi de vie et de mort, la santé mentale. Et la santé mentale, c'est des maladies comme les autres. Donc c'est aussi, comme n'importe quel problème de santé, il faut aussi le prendre en charge. Et puis ça peut, excusez-moi l'expression, mais ça peut pourrir la vie des gens. Donc il faut essayer de le prendre en charge au maximum, même si c'est effectivement souvent moins reconnu ou on pense que c'est moins urgent. Si c'est justement pas pris en charge du tout, ça peut se dégrader et devenir vraiment handicapant jusqu'à l'âge adulte. Ouais. Un mot sur ce rapport donc qui a été publié l'an dernier, Grandir dans les Outre-mer, état des lieux des droits de l'enfant. Dans les grandes lignes, comment est-ce que vous avez travaillé et pour quelles raisons l'UNICEF France a choisi de s'attarder aussi longuement, parce qu'il faut le dire, c'est quand même un très très long rapport sur la situation précise des enfants ultramarins. En fait, on est commencé en faisant, il y a 2-3 ans maintenant, on avait fait un rapport sur la situation générale des enfants en France. Et c'est à ce moment-là, quand on s'apercevait, en regardant et en recueillant un peu les données, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie différence qu'on voyait entre les territoires ultramarins et l'Hexagone. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de creuser ce sujet. Et plus on en découvrait, plus on voyait qu'il y avait effectivement des différences et une inégalité territoriale qui était assez criante. Et du coup, c'est vraiment l'objectif de ce rapport, c'était de rassembler dans un seul endroit toutes les données disponibles sur l'enfance dans ces territoires d'outre-mer, dans l'objectif déjà de faire savoir, parce que c'est très mal connu, et y compris par nous au départ quand on s'est penché sur la question. Donc vraiment l'objectif c'est d'arriver à faire savoir cette situation pour bien sûr réussir à la faire
évoluer. Donc on porte ce rapport beaucoup auprès des décideurs publics qui connaissent pas tous très bien cette situation pour réussir petit à petit. Encore une fois, c'est quand on connaît vraiment une situation qu'on peut aussi mettre en place des politiques publiques qui seront plus adaptées, on l'espère. Justement, sur cette connaissance de la situation, est-ce que on dispose aujourd'hui de données, donc des chiffres, des statistiques, des études approfondies pour connaître précisément la situation des enfants en Guyane? Je prends l'exemple de la non-scolarisation. En 2021, l'UNICEF et la Cour des comptes estimaient qu'il y avait 10 000 enfants non scolarisés en Guyane, 5 900 selon l'INSEE en 2019 et l'an dernier 2 500 d'après le rectorat. On voit bien l'écart énorme qu'il y a selon les institutions qui sont à l'origine de ces études. Est-ce que c'est à peu près qu'on retrouve aussi sur la question de la démographie en Guyane avec une dispute qui dure maintenant depuis longtemps entre l'INSEE et les élus guyanais pour savoir véritablement le nombre de personnes qui vivent en Guyane? Ce flou sur les chiffres, il complique déjà votre travail à vous pour dresser un panorama un peu complet sur la situation guyanaise, mais il freine aussi la pertinence de l'action publique. C'est sûr, encore une fois, une politique publique, si on veut qu'elle soit pertinente, la première chose, c'est qu'il faut qu'elle soit basée sur la réalité, donc sur un vrai état de lieu, etc. Donc l'enjeu sur les données, il est là, c'est pour pouvoir avoir une image réelle de la situation et pour pouvoir faire les politiques publiques qui vont bien derrière. Et bien sûr, ce sont des enjeux, parce que s'il y a plutôt 300 000 habitants en Guyane ou plutôt 400 000, et ben, du coup aussi, derrière, c'est pas les mêmes budgets, pas les mêmes dotations, etc. Donc il y a forcément des gros enjeux derrière. L'enjeu auquel on a fait face aussi, c'est des enjeux de méthodologies différentes, parce que chacun veut aussi pousser ou prend la chose par l'angle qui l'intéresse. Si on revient sur les chiffres de la non-scolarisation, par exemple, le rectorat arrive à 2500 parce qu'ils ont regardé, eux, les demandes qui n'étaient non pourvues. Et nous, ce qu'on a tendance à dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne font même pas la demande. Mais tout ce qui compte, là-dessus, il y a effectivement un désaccord sur les chiffres ou des méthodologies qui sont différentes. Pour nous, l'important, c'est qu'il faut, dans tous les cas, c'est trop. Que ce soit 2500 ou 10 000, le droit à l'éducation, c'est un droit pour chaque enfant, donc il faut que chaque enfant ait accès à la scolarité, donc il faut qu'on aille les chercher, et il faut qu'on aille creuser cette question absolument pour savoir exactement combien d'enfants il faut qu'on aille chercher pour aller les ramener à l'école. L'éducation, justement, Lucille Grosjean, c'est une des thématiques que vous explorez dans ce rapport. Il y a 3 ans, vous aviez, l'UNICEF avait publié un autre rapport sur les défis de l'éducation en Guyane. Est-ce qu'il y a eu du changement depuis 3 ans? Est-ce que vous constatez qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, des évolutions, ou bien c'est à peu près les mêmes problèmes et les mêmes difficultés? Alors il y a eu des avancées. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi sur plein de domaines, que ce soit par rapport aux enjeux de restauration scolaire, que ce soit petit à petit prendre un peu conscience des enjeux autour de l'allophonie, qu'il faudrait peut-être réussir un peu plus à enseigner aussi dans les langues premières au départ au moins, etc. Donc il y a une prise de conscience qui met un peu du temps, mais qui avance quand même. Et il y a des choses qui ont avancé. Il y a pas mal d'établissements scolaires qui ont été sortis de terre en Guyane, etc. Après, il y a encore énormément de défis. Et ce qu'on voit aussi parfois, c'est que c'est souvent des solutions un peu de court terme. Si je pense au transport scolaire, on n'a toujours pas trouvé vraiment une solution durable sur ces enjeux de transport scolaire, notamment pour les enfants de l'intérieur. Voilà, donc c'est en cours et on sait que c'est vraiment pas facile, donc je peux pas critiquer ou jeter la pierre absolument, mais c'est des enjeux qui sont compliqués et qui prennent du temps, et le but c'est de continuer à essayer à avancer, parce qu'encore une fois, ce droit à l'éducation, c'est un droit fondamental pour chaque enfant. Alors, puisqu'on parle de chiffres, il y en a aussi un autre qui est quand même assez dramatique sur la mortalité infantile. En Guyane, il est de 8,2% contre 3,7% dans l'Hexagone. Les causes, c'est la qualité de l'eau, le suivi des grossesses irrégulières, la question de la santé de manière générale, alors que le droit à la santé, je le rappelle, c'est une composante de la Convention internationale des droits de l'enfant. Tout à fait. Et juste pour faire une petite incise là-dessus, sur les droits, qui dit droit dit responsabilité. C'est à ça que ça sert, ces traités internationaux, c'est à ça que ça sert, la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est bien sûr pour sacraliser le fait que la santé et l'éducation, c'est pas juste un besoin, c'est un droit, et c'est pour chaque enfant, quel qu'il soit, de manière inconditionnelle, qu'il soit où qu'il soit, etc. Et du coup, ça engage des responsabilités derrière. Et c'est pour ça que nous, le travail qu'on fait derrière, c'est d'aller voir ceux qui sont responsables, pour leur dire il faut avancer là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a cette approche par les droits. Et sur la santé, effectivement, là aussi il y a plein de déterminants qui jouent, mais c'est effectivement c'est quand même vraiment la base pour chaque enfant. Et effectivement, ces taux de mortalité infantile, les taux de grossesse, moi j'ai été aussi très très frappé en découvrant les chiffres sur les contaminations aux métaux lourds, par exemple, et l'incidence que ça a sur la santé, et en premier lieu pour les enfants, les femmes enceintes, sur des taux qui sont 60 fois supérieurs à ce qu'on peut retrouver dans l'Hexagone. C'est absolument
absolument fou. Ouais, et là aussi, je me permets de vous couper sur cette question-là. On a appris les chiffres assez récemment. Ça a mis du temps aussi finalement à avoir un aperçu assez précis de la situation. C'est ça. Là aussi, la bonne nouvelle, on va dire, c'est que ça commence à sortir, ça commence à avancer. Mais après, faut réussir à faire en sorte que ça soit réellement pris en charge et que ça avance pour de vrai, et qu'on continue à lever le couvercle. Et ça, on revient à l'enjeu des données dont on parlait. Il y a encore un certain nombre de domaines où on n'a pas ces données, où on sait qu'on pourrait potentiellement découvrir des choses qui devraient vraiment changer. Vous l'avez dit, hein, qui dit droit dit obligation. La France, puisqu'elle a signé et ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, elle a des obligations. Comment dire, est-ce que tout ce qu'on est en train de se dire et tout ce que votre rapport pointe du doigt, il dépend uniquement de la volonté politique, ou bien il y aurait la possibilité d'obliger d'une manière ou d'une autre la France à mettre en place des actions beaucoup plus ambitieuses, comme vous le dites? Les responsabilités, elles sont à plusieurs niveaux. Déjà, si on prend par rapport aux responsabilités étatiques au sens large, hein, parfois ça va être la municipalité, le département, la région, l'État national, etc. Mais ce qu'on appelle le partage des compétences. Exactement. Chacun a un peu ses compétences. Et l'enjeu parfois, c'est qu'ils travaillent et qu'ils se coordonnent entre eux. Et aussi, quand on parle des enfants, il va y avoir toutes les personnes qui rentrent en interaction à un moment ou à un autre avec les enfants. Bien sûr, en premier lieu, les parents, et on le sait qu'il y a par exemple en Guyane un vrai enjeu autour des violences intrafamiliales et des choses qui doivent changer en termes de violences éducatives, etc. Et du coup ça va aussi concerner le milieu scolaire, etc. Donc je pense que tous, à tous les niveaux, on a un rôle à jouer pour faire en sorte que chaque enfant vive dans les meilleures conditions possibles. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur un point qui revient très souvent tout au long de votre rapport, c'est ce qu'on appelle le taux de non-recours au droit. Autrement dit, toutes les personnes qui ne reçoivent pas une aide, une prestation ou même un service alors qu'elles pourraient, toutes ces personnes y prétendre. Comment est-ce qu'on l'explique déjà et qu'est-ce qu'il faudrait faire, on va dire, pour réduire déjà dans un premier temps ce taux de non-recours? Effectivement, il est très important ce taux de non-recours en Guyane, et également important les taux d'appel à tout ce qui est cas d'allocation familiale, mais ce taux de non-recours il est très important, et le taux de non-recours d'accès aux soins par exemple est aussi très, très important. Je pense qu'il est lié aux difficultés d'accès déjà, si on prend les soins ou même les services de la CAF, etc., hein, notamment pour les communes de l'intérieur, etc. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on voit partout aussi, et là c'est vrai pour la Guyane, mais c'est vrai pour tous les pays du monde, c'est des problèmes d'information, savoir qu'il y a des mécanismes qui existent, savoir que c'est possible, qu'il y a un centre de santé qui est là ou là. Il y a parfois des phénomènes de gens qui n'osent pas, tout simplement, parce qu'ils se sentent qu'ils n'ont pas le droit d'y aller, etc. Donc il y a tous ces freins aussi à lever, divers et variés, qui expliquent ces non-recours. Et il y a un lien finalement entre l'accès au droit, l'accès à l'information, l'accès aux structures administratives. En fait, la situation de chacune de ces thématiques est liée avec tout le reste. On a rarement un objet d'étonnement sur un sujet en particulier, en fait. Tout à fait. Tous ces droits se répondent entre eux. Hein. Encore une fois, si vous n'avez pas accès à la santé en général, quand vous êtes un enfant par exemple, vous n'irez pas non plus à l'école parce que vous êtes malade tout le temps, etc. Donc chaque droit a une influence sur l'autre, ça c'est sûr. Et effectivement, si on parle des personnes éloignées des droits, en général, elles sont éloignées de plusieurs de leurs droits, et pas juste un qui est isolé. Ouais, et la conséquence, on va dire, c'est qu'énormément d'enfants en Guyane, mais dans tous les autres territoires d'outre-mer, énormément passent sous les radars en fait et sont totalement invisibilisés, on va dire, ils restent invisibles aux yeux des services sociaux. C'est ça. Alors on en parlait par exemple tout à l'heure en parlant de la non-scolarisation, hein, et personne ne sait exactement ou du nombre d'habitants exact en Guyane aujourd'hui. On le sait, hein, qu'il y a notamment des enfants dans les quartiers informels ou effectivement dans les communes de l'intérieur qui sont complètement en dehors des radars de tout le monde. Donc il est là clairement l'enjeu. Encore une fois, les droits, ça veut dire que c'est pour chaque individu, quel qu'il soit, où qu'il soit, de manière inconditionnelle. Donc on est bien censé aider chacune de ces personnes, et les enfants, effectivement, c'est les plus vulnérables, vu qu'ils sont complètement dépendants pour avoir accès à la santé, à l'éducation, etc. On le sait bien, la situation en Guyane et celle de tous les autres outre-mer, elle est très différente de celle de l'Hexagone. Est-ce que votre manière de travailler à vous, UNICEF France, elle prend en compte ces particularités, on va dire, pour faire comme vous le pouvez quand il n'y a pas de chiffres, essayer malgré tout d'arriver à faire autrement? Est-ce que voilà, vous adaptez votre façon de travailler, Lucille Grosjean? Alors oui, alors on essaie de rester le plus objectif possible, hein, mais on a sur ce rapport, au-delà d'aller chercher les chiffres, la littérature existante sur ces sujets, on est aussi allé parler avec beaucoup d'acteurs locaux. On a quelqu'un qui est basé ici en Guyane et qui suit ces sujets-là, parce que c'est effectivement et réellement une priorité pour nous, hein, de faire avancer ce sujet des droits de l'enfant dans les territoires d'outre-mer et notamment en Guyane.
Ce qui nous sert aussi, et c'est la particularité de l'UNICEF peut-être par rapport à d'autres associations, c'est qu'on est une organisation internationale, on est présent dans 190 pays dans le monde, dont tous les pays avoisinants de la Guyane, au Suriname, au Brésil, etc. Et on se sert aussi de l'information qu'il peut y avoir dans ces pays-là. Il y a parfois des problématiques qui sont très communes ou des zones de peuplement très communes. Si on prend le Maroni, entre le Suriname et la Guyane, les gens passent de l'un à l'autre globalement, donc on essaye aussi d'utiliser ces ressources-là. D'ailleurs, vu que vous parlez, on va dire, de la dimension internationale, vous demandez dans le rapport un renforcement des dispositifs d'enregistrement des naissances. Ça permettrait quoi exactement ? C'est la première preuve d'existence, donc du coup c'est ce qui va pouvoir permettre l'ouverture de tous les droits, notamment tous les droits sociaux. Et effectivement c'est un vrai enjeu cet enregistrement de naissance, soit parce qu'il n'a pas lieu, soit parce qu'il va avoir lieu côté Suriname par exemple, et pas côté Guyane, alors que les gens vivent en Guyane, mais il se trouve qu'ils ont accouché côté Suriname, elles ont accouché côté Suriname. Donc il y a un vrai flou là-dessus, qui là aussi nous aiderait à savoir exactement aussi combien il y a d'habitants en Guyane. Donc pour moi c'est le premier moyen de protéger les enfants, c'est déjà qu'on sache qu'ils existent. Les droits de l'enfant, ils commencent dès la naissance. Exactement. C'est pas quelque chose qui arrive dès qu'on a 10 ou 15 ans. Parmi les autres formulations que vous faites, Lucile Grosjean, dans ce rapport, parce que je le précise, le rapport certes il documente un certain nombre de thématiques, mais il émet aussi des recommandations très concrètes. Il y a la création d'un observatoire de la parentalité en Guyane. Ça permettrait quoi, cet observatoire ? Alors encore une fois là aussi il y a un enjeu de collecte de données, d'informations, de mieux comprendre exactement ce qui se passe et les phénomènes, mieux comprendre les causes de certaines des choses qu'on observe. Je pense notamment sur les violences familiales. Ça permettrait aussi d'être une ressource pour les parents. Encore une fois, on est tous d'accord que c'est pas facile d'être parent, et donc d'apporter ces ressources, conseils, etc. Aux familles, là aussi vers le meilleur intérêt de l'enfant. Ce rapport, il a presque un an maintenant. Est-ce que vous avez l'impression dans vos discussions avec les pouvoirs publics qu'il a eu des effets ? Est-ce que la prise de conscience que vous appeliez l'an dernier, elle a eu lieu, elle a commencé à avoir lieu ? Alors j'ai l'impression qu'on parle quand même de plus en plus des territoires d'outre-mer et de l'enjeu de rattrapage justement notamment sur tous les services sociaux. Alors c'est peut-être parce que je suis d'autant plus ce sujet qu'avant, mais je vois quand même une évolution dans la prise en compte. Il y a quand même plein d'acteurs qui essayent d'avancer et de se bouger pour que les choses évoluent et à différents niveaux. Là aussi où on a des difficultés, c'est que comme tout le monde, on voit les changements de gouvernement qui se suivent ou des nouveaux députés qui arrivent, etc. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on reprenne un petit peu notre bâton pour aller représenter ce rapport, montrer à quel point c'est important, etc. Mais j'ai l'impression quand même que la prise de conscience avance. Il y a la prise de conscience, mais je vous pose aussi cette question parce que moi, ce qui m'étonnera toujours quand on reçoit ici même des représentants de n'importe quelle organisation, institution publique ou même des membres du gouvernement, j'ai l'impression que c'est toujours le même discours. On fait des choses pour la Guyane, on met des moyens sur la table, on met en place des grands plans, on va dire, et pourtant les chiffres du chômage, de la précarité, de l'accès aux droits, de l'accès aux soins, ils continuent d'être ce qu'ils sont et ce que tout le monde connaît. Oui. Après, hélas, les choses sont toujours complexes. Donc, pour réussir à agir sur la pauvreté, par exemple, on le sait que la pauvreté, c'est plein de domaines en même temps. Donc, si on n'arrive pas à avoir une action assez concertée pour agir à la fois sur le logement, sur la santé, sur l'accès à des allocations, etc., ça ne marchera pas. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver du coup à embarquer tout le monde. Après, c'est souvent des petits pas qui sont faits. Et là, c'est pas toujours un grand soir, mais donc j'espère que ça va continuer. Je pense encore une fois qu'il y a des choses qui avancent. On l'a vu, je pense sur les établissements scolaires, le nombre d'établissements scolaires, etc., ou le nombre d'établissements de santé, ça avance. Mais il y a encore effectivement un vrai rattrapage qui doit avoir lieu. Dernière question, Lucile Grosjean. Est-ce qu'il y aura du suivi de votre part sur ce rapport, peut-être une réactualisation d'ici les prochaines années pour voir thématique par thématique les choses qui avancent et les choses qui stagnent un peu plus ? Clairement, c'est vraiment quelque chose qu'on veut remettre à jour. C'est un rapport qui est vivant déjà, et c'est par exemple pour ça qu'on était aux assises de la santé mentale cette semaine. C'était aussi pour entendre tous les acteurs et avoir tous les retours un peu de tout le monde, les analyses de tout le monde. Donc il va continuer à vivre. On le remettra formellement à jour de manière régulière, mais rien que se servir de ces recommandations, potentiellement les réadapter à l'aune de la réalité. Donc c'est bien un travail qui continue. Le rapport s'appelle Grandir dans les Outre-mer, état des lieux des droits de l'enfant. Allez le lire si vous nous écoutez, si vous avez un petit peu de temps. Il est long, certes, une bonne centaine de pages, mais il existe une synthèse, un résumé qui est disponible sur le site internet de l'UNICEF. Merci beaucoup Lucile Grosjean d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc directrice de la communication, du plaidoyer et des programmes à l'UNICEF France. Très bonne journée.